Bonjour à tous. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Prendre en charge de façon conjointe et responsable sa vie sexuelle. Pour cela, nous allons commencer par des rappels historiques, car les lois n'ont pas toujours été comme celles que nous connaissons aujourd'hui. En 1904, le Code civil déclare la femme soumise à son époux. Je cite: La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. En 1843, les premiers préservatifs en caoutchouc sont lancés sur le marché. Ils sont lavables et réutilisables. À noter que depuis l'Antiquité, l'homme utilise des préservatifs fabriqués à partir de boyaux de petits animaux. En 1920, après la Première Guerre mondiale, pour stimuler la natalité et repeupler le pays, une loi interdit l'avortement et la contraception en France. En 1956, Gregory Pincus met au point la première pilule contraceptive aux USA. Dans les années 60, les mouvements féministes prennent de l'ampleur. Elles réclament le droit de disposer de leur corps. Ces mouvements de protestation sont entendus puisqu'en 1967, la loi Neuwirth légalise la pilule contraceptive. En 1975, après une lutte médiatique et de longs débats au sein de l'Assemblée nationale, la loi Simone Veil dépénalise l'avortement. 1982 marque le début d'une nouvelle ère en médecine avec la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français. Les techniques d'aide à la procréation se développent. Aujourd'hui, les nouvelles avancées technologiques, telles que le clonage, les recherches sur l'embryon ou les tests génétiques, mènent à se poser des questions éthiques. Jusqu'où pouvons-nous aller pour concevoir des enfants? En 1994, les premières lois de bioéthique, révisées en 2010, permettent d'apporter un cadre à ces avancées. Après avoir fait ce bref rappel historique de l'évolution des lois et des découvertes scientifiques, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment les découvertes scientifiques ont-elles permis de maîtriser la procréation? Pour répondre à cette question, replongeons-nous dans les années 50 et les recherches du docteur Gregory Pincus sur la pilule contraceptive. Accompagné de son assistant le docteur Cheng, il travaille sur les processus biologiques lors de la grossesse. Pincus pense que l'arrêt de l'ovulation que l'on observe pendant la grossesse peut être lié à l'augmentation du taux sanguin de progestérone tel que nous pouvons le voir ici. Cette hormone pourrait ainsi servir de contraceptif naturel. Lors des tests en laboratoire sur des lapines, Pincus administre des doses élevées de progestérone. Il observe alors que l'ovulation est interrompue. Pourtant, les premiers essais chez la femme ne sont pas satisfaisants, car la progestérone naturelle administrée par voie buccale n'est que peu active. Ce sont les laboratoires qui, par la suite, associent de la progestérone de synthèse à l'œstrogène, une autre hormone ovarienne. Ce mélange est très efficace car il permet quasiment à 100% d'interrompre l'ovulation. La première pilule contraceptive est donc commercialisée en 1960 aux USA. Pour rappel, en France, il faut attendre 1967 et la loi Neuwirth pour que ce type de contraception devienne légal. Les pilules contraceptives sont donc constituées de progestérone et d'œstrogène. Voyons comment leur concentration sanguine évolue lors d'un cycle féminin. Pour rappel, un cycle féminin commence le premier jour des menstruations, autrement appelées les règles, et dure en moyenne 28 jours jusqu'aux prochaines règles, dans le cas où il n'y a pas eu de fécondation. Remarquons que l'ovulation a en moyenne lieu le 14e jour.
Nous allons voir que ce cycle féminin est régulé de façon hormonale, c'est-à-dire par des hormones. En réalité, tout commence dans le complexe hypothalamo-hypophysaire, une petite zone située dans le cerveau, comme nous pouvons le voir ici. Ce complexe hypothalamo-hypophysaire est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Cette hypophyse va sécréter de façon cyclique des hormones spéciales appelées les gonadostimulines. Il y a la LH, hormone lutéinisante, et la FSH, hormone folliculo-stimulante. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, quelques jours avant l'ovulation, il y a un pic de LH et de FSH. La FSH va jouer un rôle sur la maturation des follicules ovariens avant l'ovulation. La LH, quant à elle, va avoir un rôle sur l'ovulation. Précédemment, nous avons constaté un pic de LH juste avant l'ovulation. En fait, ce pic de LH produit par l'hypophyse entraîne l'ovulation, c'est-à-dire la rupture du follicule, qui est mûr, avec libération de l'ovule dans la trompe utérine. Cette hormone va ensuite réguler la maturation du corps jaune s'il n'y a pas fécondation. Ces gonadostimulines, FSH et LH, vont avoir un lien direct sur les cycles des hormones sexuelles, l'œstrogène et la progestérone, observés par Pincus précédemment. En effet, du jour 1 au jour 14, ici, en plus de stimuler la croissance des follicules, la FSH entraîne la sécrétion d'œstrogène, on voit un pic, par ces follicules. Plus tard, au jour 21, la LH, via le corps jaune, va également entraîner la sécrétion d'œstrogène, comme nous pouvons le voir ici. Après l'ovulation, on constate une très nette augmentation de progestérone, telle que nous le voyons sur cette courbe en bleu. C'est le corps jaune qui est à l'origine de la sécrétion de cette progestérone. Autrement dit, du jour 14 au jour 28, la LH stimule la sécrétion d'œstrogène et de progestérone via le corps jaune. Pour résumer, dans le cerveau, le complexe hypothalamo-hypophysaire sécrète deux hormones ou gonadostimulines, la LH et la FSH, dans le sang. Ces hormones, en fonction de leur taux, vont agir sur la maturation des follicules au sein des ovaires, pour rappel, les gonades féminines. Lors de leur maturation, ces follicules vont à leur tour sécréter deux hormones, la progestérone et l'œstrogène. Il nous reste maintenant à savoir quel sera le rôle de ces deux hormones ovariennes, la progestérone et l'œstrogène. Le premier rôle de ces hormones est le développement de la muqueuse utérine. Effectivement, durant le cycle sexuel, les hormones ovariennes, donc œstrogène et progestérone, stimulent le développement de la muqueuse utérine, autrement dit, la paroi de l'utérus. Ceci permettra, s'il y a fécondation, l'implantation de l'embryon au sein de celle-ci. En fin de cycle, s'il n'y a pas eu fécondation, le corps jaune régresse. Ceci provoque une chute rapide du taux sanguin des hormones ovariennes, tel que nous pouvons le voir ici. Cette chute déclenche alors la survenue des règles, qui est en fait la disparition de cette muqueuse utérine. Par contre, s'il y a eu fécondation, le corps jaune ne régresse pas et continue de produire de la progestérone en grande quantité. De ce fait, la muqueuse utérine ne sera pas éliminée, il n'y aura alors plus de règles. Ceci explique également pourquoi le docteur Pincus ait constaté un fort taux de progestérone chez les femmes enceintes. Nous remarquons ici
que l'embryon va venir s'implanter au niveau de cette paroi utérine. Ces deux hormones ovariennes vont également avoir un impact sur le cycle féminin lui-même. Celui-ci va s'autogérer. En effet, l'œstrogène en petite quantité et la progestérone à différents moments du cycle vont avoir un impact sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ces deux molécules produites par les ovaires étant des hormones, elles circulent librement dans le sang jusqu'au cerveau. Le complexe hypothalamo-hypophysaire détecte le taux d'œstrogène et de progestérone dans le sang. En fonction du taux de progestérone et d'œstrogène, il va soit stimuler la production de LH et de FSH, soit inhiber la production de LH et de FSH. On appelle cela un rétrocontrôle puisque c'est un contrôle qui se fait en retour sur le cycle. Ce rétrocontrôle est dit positif s'il stimule la production de LH et de FSH et donc la maturation des follicules ovariens. Il est dit négatif dans le cas où il inhibe la production de ces deux gonadostimulines. Nous pouvons alors tenter de comprendre maintenant comment le docteur Pincus a mis au point la pilule contraceptive. Les pilules classiques associent les deux hormones ovariennes, progestérone et œstrogène. En réalité, ce sont des hormones de synthèse. D'une pilule à l'autre, le dosage de ces hormones peut varier. Chaque plaquette contient 21 pilules, dont la première se prend au premier jour des règles. Puis la prise se poursuit chaque jour, de préférence à la même heure. On attend ensuite 7 jours avant de commencer la plaquette suivante. Durant ces jours d'arrêt, les règles surviennent et la contraception reste efficace. Chacune des pilules contient une dose très précise d'hormones qui va jouer sur le rétrocontrôle négatif vu précédemment. Si la sécrétion de LH et de FSH est inhibée, alors le follicule ovarien ne va pas maturer et il n'y aura d'ovulation. Plus récemment, certaines pilules œstroprogestatives, moins dosées, ont vu le jour. Ici, ces pilules se prennent en continu, ce qui évite les oublis. Chaque plaquette contient 28 pilules, dont 4 blanches qui sont dépourvues d'hormones pour permettre la venue des règles. Attention, en cas d'oubli de cette pilule, la protection n'est plus assurée. Que faire donc en cas d'oubli de pilule ou après un rapport sexuel non ou mal protégé? La loi française autorise aujourd'hui l'emploi de diverses méthodes pour pallier à de telles situations. Le premier moyen d'éviter une grossesse en cas d'un rapport non protégé est la contraception d'urgence. Il en est deux. La première est la pilule du lendemain et la pilule du surlendemain. La pilule du lendemain est la plus courante des deux. Elle se présente sous la forme d'un comprimé contenant une dose élevée d'un dérivé de la progestérone, le lévonorgestrel. Cette dose élevée de progestérone va bloquer l'ovulation si elle n'a pas encore eu lieu, mais aussi bloquer le transit des spermatozoïdes. Il est donc fortement conseillé de prendre au plus vite cette pilule après un rapport non ou mal protégé, puisque l'efficacité de cette méthode a ses limites, et plus le temps passe, plus le risque de grossesse est élevé. Regardons ce tableau. De 0 à 24 heures, il y a 0,4% de risque de grossesse. De 24 à 48 heures, nous passons à 1,2%, alors que de 48 à 72 heures, il y a 2,7% de risque de grossesse. Après 72 heures, une autre pilule est conseillée, c'est la pilule du surlendemain. Cette pilule, composée d'acétate d'ulipristal, va avoir une efficacité prolongée
de 5 jours au lieu de 3. Les risques de grossesse sont alors de 1,5% de 0 à 72 heures et de 1,6% de 72 à 120 heures. Cette molécule d'acétate du lipristal bloque également l'ovulation, mais elle peut aussi empêcher l'implantation de l'œuf au niveau de la paroi de l'utérus. L'efficacité de la prise d'un contraceptif d'urgence se manifeste dans les deux cas par la survenue des règles. À noter que la pilule du lendemain peut être délivrée gratuitement pour les mineurs en pharmacie et pour les mineurs et majeurs dans les infirmeries scolaires à titre exceptionnel. La pilule du surlendemain, par contre, n'est délivrée qu'en pharmacie et sur ordonnance médicale. Attention, l'utilisation de ce genre de contraception doit être exceptionnelle, car l'efficacité n'est pas garantie à 100% et surtout elle peut être responsable d'effets secondaires. Passé ces 5 jours, la contraception d'urgence n'est plus possible. S'il y a eu fécondation, un embryon va alors se former et s'implanter dans la muqueuse utérine. S'il n'y en a pas eu, la femme aura, comme chaque mois, ses menstruations. Dans le cas d'une grossesse non désirée, il est encore possible d'effectuer une interruption volontaire de grossesse, également appelée IVG. Cette IVG peut être réalisée chirurgicalement. Cependant, jusqu'à la 5e semaine de grossesse, il est possible d'obtenir une expulsion de l'embryon par un procédé chimique. La substance administrée est le RU 486. Cette molécule va interrompre la grossesse, provoquant le retour des règles et l'expulsion de l'embryon. Comment va agir cette molécule? Nous avons vu un peu plus tôt que la muqueuse utérine accueillant l'embryon durant la grossesse allait se maintenir à condition de recevoir en permanence de la progestérone par voie sanguine. La progestérone va se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau de la muqueuse utérine. Le RU 486 possède de nombreuses similitudes structurales avec la progestérone, à tel point que celle-ci va se fixer sur les récepteurs spécifiques à cette progestérone. La progestérone ne pourra donc plus agir sur la muqueuse et tout se passe comme s'il n'y avait plus de progestérone dans le sang. Les règles resurviennent alors. Attention, cette substance est uniquement délivrée en hôpital par un gynécologue ou par un médecin généraliste agréé. Dans certains cas, un suivi psychologique peut être recommandé. Pour résumer, en cas de rapport sexuel non ou mal protégé, ou de grossesse non désirée, il est possible d'éviter ou de stopper une grossesse via des procédés chimiques. Cela est possible en agissant sur le cycle féminin et grâce aux connaissances que nous avons sur sa régulation hormonale. Les pilules contraceptives d'urgence vont contenir un taux élevé de progestérone pour bloquer l'ovulation. L'IVG médicamenteuse va quant à elle être possible grâce à une molécule, le RU 486, qui va se fixer sur les récepteurs à progestérone, empêchant celle-ci d'agir. A l'inverse, dans certains cas, des couples désirant un enfant font face à des problèmes d'infertilité. En France, environ 14% des couples ont des difficultés à obtenir une grossesse. Il existe aujourd'hui plusieurs techniques d'aide à la procréation que je vais vous présenter. Mais il faut d'abord découvrir d'où peuvent venir les problèmes d'infertilité. En présence d'un couple infertile, le médecin demande généralement la réalisation d'un spermogramme. C'est un examen médical durant lequel on analyse le sperme de l'homme. En effet, il existe différents exemples de sperme non fécondants. Par exemple, les spermatozoïdes peuvent être absents ou trop nombreux. Ils peuvent être également insuffisamment mobiles. Ou alors, ces spermatozoïdes sont présents,
mais avec des anomalies structurales comme nous pouvons le voir sur cette image. Si les spermogrammes sont bons, les causes de l'infertilité peuvent alors venir de la femme avec par exemple les troubles de l'ovulation, si l'ovulation ne se produit pas à chaque cycle. Des tests urinaires existent aujourd'hui pour déterminer si un pic de LH a eu lieu. Si tel est le cas, il y a eu ovulation. Un rapport sexuel le jour même ou le lendemain du pic a donc davantage de chances d'être fécondant. Autre origine possible à l'infertilité féminine, les troubles de la muqueuse utérine. Si celle-ci se développe de façon anormale, cela peut empêcher toute nidation de l'embryon. Autre possibilité, et l'une des plus probables en cas d'infertilité, est l'obstruction des trompes utérines. L'ovule ne peut donc plus aller se nicher au niveau de l'utérus, il reste bloqué. L'obstruction des trompes est souvent la conséquence d'une infection sexuellement transmissible, aussi appelée une IST. Il est donc impossible pour certains couples d'avoir des enfants de façon naturelle. Mais il existe aujourd'hui des moyens d'aide à la procréation, comme la fécondation in vitro et transfert de l'embryon, aussi appelée FIVET. Comment est réalisée une FIVET? Tout d'abord, on pratique une stimulation hormonale des ovaires avec une hormone proche de la FSH, qui elle-même va stimuler la croissance des follicules. On obtient ainsi la maturation de plusieurs follicules contenant chacun un ovocyte, le futur ovule, et non un seul, comme au cours d'un cycle normal. Quand le développement folliculaire est jugé suffisant, on déclenche alors l'ovulation avec une injection d'une hormone qui mime un pic de LH. Les ovules sont alors prélevés et de l'autre côté, des spermatozoïdes sont également prélevés dans le sperme de l'homme. Les ovocytes et les spermatozoïdes sont ensuite mis en contact et incubés à 37 degrés pendant 24 heures. C'est l'étape de fécondation. 48 heures plus tard, on sélectionne un embryon qui est directement déposé dans l'utérus à l'aide d'un cathéter fin et souple. Les embryons surnuméraires sont conservés par congélation. Une autre technique de plus en plus utilisée est l'ICSI, qui consiste à injecter directement un spermatozoïde dans un ovule grâce à un microscope spécial et très perfectionné. Pour résumer, il est donc possible aujourd'hui de maîtriser la procréation grâce aux connaissances de plus en plus précises du cycle féminin. Le complexe hypothalamo-hypophysaire va sécréter des gonadostimulines, la LH et la FSH. Lorsqu'il y aura un pic de LH détecté par les ovaires, nous aurons une ovulation. Ces ovaires vont également sécréter des hormones, la progestérone et l'œstrogène, qui auront un impact sur l'utérus, notamment sur la paroi utérine. En cas d'une prise quotidienne d'hormones de synthèse via la pilule, le système de commande hypothalamo-hypophysaire est freiné via un rétrocontrôle négatif qui met au repos les ovaires. Il n'y aura alors plus d'ovulation possible. Un spermatozoïde n'aura plus aucune chance de rencontrer un ovule pour le féconder. La contraception d'urgence ou l'IVG vont jouer sur l'action de la progestérone en perturbant l'ovulation ou en agissant directement sur l'utérus. En gênant le déplacement des spermatozoïdes, en rendant une nidation de l'embryon impossible, ou en déclenchant le délabrement de la muqueuse utérine, c'est-à-dire les règles, dans le cadre d'une IVG via le RU 486. Ce genre de pratiques doivent être réalisées en cas de rapport non protégé ou mal protégé. Nous verrons donc prochainement
quels sont les différents moyens de se protéger d'une infection sexuellement transmissible et d'une éventuelle grossesse non désirée. Merci et à bientôt.